suis Dr Roch Christian Johnson, je suis médecin de formation et je suis professeur en environnement et santé à l'université d'Abomey-Calavi. Actuellement, j'exerce les fonctions de directeur adjoint du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable de l'université d'Abomey-Calavi et je suis le coordonnateur pédagogique et scientifique de l'Institut régional de formation professionnelle. La mission que nous nous sommes assignés en créant l'Institut régional de formation professionnelle, c'est de former, mais également d'orienter et d'accompagner les jeunes, de proposer des filières adaptées aux réalités du marché du Bénin, mais également de promouvoir l'employabilité et l'épanouissement des jeunes dans le cadre de l'exercice de leurs activités professionnelles. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler avec vous de ma spécialité. Je vais plutôt partager avec les jeunes ce que j'ai pu constater à travers mes voyages, à travers mes entretiens, à travers mes parcours avec les jeunes. Parce qu'en réalité, chaque année, il y a des milliers de jeunes béninois qui obtiennent leur baccalauréat et alors se pose le problème du choix de leur filière. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, si vous le voulez bien, c'est d'abord commencer par bien clarifier certaines notions. En fait, quelle est la finalité de toute formation? La finalité de toute formation, c'est l'autonomie. Si j'ai un enfant et je réussis son éducation et sa formation, cela veut dire qu'il est autonome. Il peut faire des choix sans me consulter. Il peut jouir de son autonomie totale. Ça, c'est la finalité ultime de toute formation et de tout processus éducatif. À cette finalité, je voudrais ajouter quelque chose de très important et qui est central. C'est la notion de valeur. Pour moi, la notion de valeur ne peut pas être dissociée de la notion de la formation et de l'éducation. C'est la valeur qui donne un sens à la vie. Je voudrais rappeler la formule célèbre « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Je voudrais peut-être de façon anecdotique parler d'Adolf Hitler. Mais qu'a-t-il apporté à l'humanité? Des millions et des millions de morts. Donc la notion de valeur est aussi très importante quand on parle d'orientation, quand on parle de formation, quand on parle du sens qu'on donne à la vie. Donc je voudrais, à l'entame de mon propos, que nous puissions bien dissocier la finalité du processus. La finalité de la formation, c'est l'autonomie et l'accomplissement de soi, basé sur des valeurs solides, sur des valeurs qui donnent un sens à la vie. Le métier est un outil pour parvenir à cette finalité. Et l'orientation, c'est un processus pour aboutir au choix du métier. En fait, il y a plusieurs réponses à cette question. Et je parlerai plutôt de plusieurs outils et de plusieurs stratégies. Parmi les outils que je vais développer, je vais parler de la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner et je vais également parler de la stratégie de formation de type pyramidal. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui ont leur bac entre 16 et 18 ans. Ce qu'il leur faut alors, c'est une formation de base assez large, offrant donc la possibilité de faire plus tard des choix de spécialités pointues en fonction des potentialités que ces jeunes-là possèdent et également en fonction des besoins du marché. D'où l'importance des passerelles, c'est-à-dire que j'ai une formation de base large et je dois avoir des passerelles après qui me permettent après de choisir des spécialités pointues qui puissent me permettre d'être employable et de me réaliser. Si je n'ai pas cette possibilité d'avoir une formation large pour pouvoir faire une spécialité pointue, à ce moment-là, je vais être perdu. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de jeunes. Parce que vous êtes d'accord avec moi que parfois, à 16 ou à 17 ans, on n'a pas encore une vision très claire de ce que l'on veut faire de sa vie. Je voudrais ici aider les jeunes bacheliers à avoir certains outils pour identifier leurs intelligences dominantes, leurs profils, relier ces profils aux filières et aux métiers adaptés au Bénin afin d'éviter les choix au hasard ou par contrainte sociale.
Et tout cela dans le but d'élaborer une stratégie de formation qui puisse leur permettre une insertion professionnelle sociale réussie. J'ai introduit mon propos par Howard Gardner. Howard Gardner, c'est un psychologue américain qui a été professeur à la célèbre université de Harvard et qui a publié une théorie qu'il a appelée la théorie des intelligences multiples. L'idée clé qui gouverne cette théorie, c'est qu'il n'y a pas une seule intelligence, mais plusieurs formes d'intelligence. Il en a individualisé 9. Il a ce qu'il a appelé l'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence spatiale, l'intelligence kinesthétique, l'intelligence musicale, l'intelligence naturaliste, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence existentielle. Si je prends par exemple l'intelligence linguistique, cette intelligence est caractérisée par la facilité que les gens ont avec les mots, la lecture, l'écriture. C'est l'exemple des écrivains, des journalistes, des avocats qui font des plaidoiries. Nous avons l'intelligence logico-mathématique. C'est tout ce qui donne le goût pour les chiffres, les mathématiques, les statistiques, les sciences, la logique. C'est l'intelligence, par exemple, qui caractérise les ingénieurs, les informaticiens, les statisticiens, les physiciens, les chimistes. Il y a également l'intelligence spatiale. C'est l'intelligence qui permet de développer le sens de l'orientation et de l'imagination visuelle. Par exemple, les architectes qui sont appelés à concevoir des bâtiments en 3 dimensions, les urbanistes qui doivent concevoir des paysages pour nos villes, par exemple. Ça, c'est des personnes qui ont cette forme d'intelligence-là. Il y a l'intelligence kinesthésique. C'est l'apprentissage par le mouvement et la manipulation. Un médecin chirurgien, par exemple, qui doit manipuler le bistouri, ouvrir le cœur. Ça, c'est l'intelligence kinesthésique. Il y a également l'intelligence musicale qui donne une certaine sensibilité au son, au rythme, aux instruments. Je vais peut-être parler des musiciens de chez nous. Pouvons-nous dire qu'un chanteur comme Alak Piraou, pouvons-nous dire qu'il n'a pas réussi sa vie? Il y a l'intelligence naturaliste. Ça, c'est tout ce qui est sensibilité à la nature, aux plantes, aux animaux. C'est par exemple cette intelligence que les environnementalistes, agronomes, vétérinaires développent. Il y a l'intelligence intrapersonnelle. C'est tout ce qui est intelligence relative à l'introspection, à la connaissance de soi. C'est l'intelligence que, par exemple, les psychologues développent, les philosophes. Vous allez voir actuellement sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes qui développent des capacités de coach, des gens qui sont en difficulté et on les accompagne dans leur développement personnel. Nous avons l'intelligence interpersonnelle. C'est l'aptitude aux relations humaines, au travail en équipe. Nous avons par exemple des diplomates qui sont très fins, des agents commerciaux qui sont capables de tout te vendre parce que simplement ils savent les relations humaines, comment développer les relations humaines. Il y a l'intelligence existentielle, c'est tout ce qui est réflexion sur le sens de la vie, la spiritualité, etc., etc. Vous voyez, les grands leaders religieux, ils ont une forme d'intelligence puisqu'ils drainent des milliards d'individus. Le système scolaire ne développe en réalité que 2 formes d'intelligence. L'intelligence verbo-linguistique et l'intelligence logico-mathématique. Il y a beaucoup d'autres formes d'intelligence. Et lorsqu'on ne prend pas cela en compte, on peut rater l'orientation et on peut rater son insertion professionnelle. À chaque intelligence, on peut rattacher des métiers. Mais cela veut dire également que si par exemple j'ai une intelligence dominante et que sur certains points, je n'ai pas une intelligence dominante en tant que jeune, je peux me donner la capacité de développer des intelligences que je n'ai pas. Parce que c'est ça aussi l'enjeu. Chaque intelligence correspond à des talents utiles et des métiers adaptés. Et c'est fondamental pour l'orientation. Par exemple, si vous avez un bachelier qui a une intelligence linguistique qui est développée à 80%, une intelligence interpersonnelle à 75% et une intelligence musicale à 45%, ça veut dire par exemple qu'il peut s'orienter vers tout ce qui est droit, tout ce qui est métier de communication ou tout ce qui est sciences sociales. Vous n'allez pas demander à
ce bachelier-là, par exemple, d'aller vers des écoles d'ingénieurs ou d'aller étudier les physiques, vous allez le perdre. Cet enfant ira à l'impasse parce que ce n'est pas son point fort. Donc, il est très important de connaître son profil. Forme d'intelligence, filière adaptée, métier adapté. Tout le monde ne peut pas tout faire. Donc, de façon pratique, lorsque j'ai le bac, je dois tenir compte d'abord de la série de mon bac. Je dois analyser mes résultats scolaires, observer le marché de l'emploi béninois et je dois aussi suivre mes passions et mes centres d'intérêt. Mais cela ne suffit pas. Je dois également consulter mes parents, mes enseignants. Je dois me documenter. Mais quelque chose de fondamental, je dois savoir que je suis moi. Je ne suis pas les autres. Donc je ne dois pas me comparer aux autres. Nous sommes des jeunes, n'est-ce pas? Ce qui caractérise la jeunesse, c'est l'audace. Donc, oser des choix audacieux, mais réalistes. Ils ont le défi de penser long terme lorsqu'ils veulent s'orienter. Donc, pas seulement des perspectives de 2-3 ans, mais des perspectives de 5-10 ans. Je vais revenir maintenant à une notion qui est une notion fondamentale. Je parlais de pyramide, c'est-à-dire que la formation doit être large et permettre après aux jeunes de faire une spécialité pointue. Alors, à l'Institut régional de formation professionnelle, nous avons proposé 2 types de licences. Une licence en analyse biomédicale et une licence en qualité, hygiène, sécurité, environnement. Alors, je vais utiliser ces exemples pour illustrer comment, à partir d'une formation de base large, on peut aboutir à des spécialisations pointues. Nous commençons cette formation par un tronc commun. Donc, les étudiants de l'IRFP font un tronc commun et ont à la fois une base en analyse biomédicale et en qualité, hygiène, sécurité et environnement. Cela leur donne des possibilités énormes. Ils peuvent travailler dans la santé publique, dans l'hygiène hospitalière. Ils peuvent travailler dans les métiers du développement durable. Ils peuvent travailler dans tout ce qui est gestion de la qualité en santé et dans les laboratoires. Ils peuvent travailler dans tous les métiers de la sécurité au travail de l'industrie biomédicale. Ils peuvent travailler dans le domaine de la recherche et du développement biomédical. Ils peuvent également travailler dans tout ce qui est conseil, audit, entrepreneuriat, etc., etc. Tu peux après te spécialiser dans le contrôle de la qualité et l'inspection des produits de santé, donc tout ce qui est analyse de l'eau, analyse des aliments, etc., etc. Tu peux travailler dans les laboratoires comme gestionnaire en analyse biomédicale. Tu peux te spécialiser après dans les biotechnologies, développement des tests diagnostiques, développement des outils diagnostiques pointus. Tu peux aussi, lorsque tu as fait cette formation, évoluer et devenir technicien en maintenance des équipements dans le domaine biomédical. Vous savez qu'en Afrique, c'est un domaine où on manque cruellement d'expertise et de compétences. Mais lorsque tu as fait ces formations, tu peux également te spécialiser dans les métiers de la santé publique d'une façon générale. Tu peux te spécialiser en hygiène hospitalière, en gestion des services de santé. Je vais parler maintenant par exemple des métiers de la recherche. Avec tout ce que je viens de dire, celui qui a fait analyse biomédicale et qui veut se spécialiser dans la recherche et dans l'innovation, il peut faire un doctorat dans le domaine de la recherche qu'il souhaite et devenir un spécialiste de la recherche dans le domaine biomédical, dans le domaine de l'innovation. Lorsque par exemple on fait la licence en qualité, hygiène, sécurité et environnement, tu peux être un auditeur, un superviseur de qualité, un responsable en assurance qualité. Tu peux être un inspecteur en hygiène alimentaire et en contrôle de qualité. Donc, tu peux travailler dans le domaine de la qualité et management des systèmes. Tu peux travailler dans l'agroalimentaire et la sécurité sanitaire. Tu peux travailler dans l'énergie et dans les bâtiments travaux publics comme responsable hygiène, sécurité, environnement, superviseur environnemental, conseiller en sécurité. Toujours avec ces spécialités,
tu peux te spécialiser et devenir, par exemple, un spécialiste en hygiène et sécurité au travail. Voyez-vous. Donc, lorsqu'on a une bonne formation, on peut après se spécialiser en fonction des opportunités que l'emploi te donne et en fonction de tes aptitudes. Qui pouvait comprendre que, parce que j'ai fait environnement, je peux aujourd'hui travailler dans des projets de construction de BTP, je peux travailler dans des constructions de routes, je peux travailler dans des conditions de ponts et chaussées, simplement parce que aujourd'hui, cette formation donne droit à des spécialités qui nous permettent donc d'envisager cela. Chers jeunes, vous devez d'abord commencer par vous connaître, vos potentialités, avoir une formation de base solide et après, au fur et à mesure, avoir la possibilité de vous spécialiser de façon pointue à travers les passerelles qui s'offrent à vous. Soyez sûr de vous-même. Commencez par une formation large et vous pouvez vous spécialiser. Qualité, hygiène, sécurité et environnement. Il y a les métiers liés à l'environnement, au développement durable, que ce soit la gestion des déchets, que ce soit l'évaluation environnementale, que ce soit l'économie circulaire, que ce soit l'hygiène hospitalière, que ce soit la gestion des projets, que ce soit la prévention des risques, que ce soit les métiers de la santé publique. Tous ces métiers s'offrent à vous. C'est pour ça que je vous invite à bien comprendre la notion de la pyramide, c'est-à-dire avoir une formation de base assez large qui vous permette après de vous spécialiser en fonction des opportunités et de vos aspirations. Généralement, j'entends sur le net des gens qui disent oui, il ne faut pas faire les sciences humaines et sociales, c'est le chômage assuré. C'est faux. Nous venons de voir la théorie des intelligences multiples. Celui qui a fait sciences humaines et sociales peut travailler dans le domaine de la communication et des médias. Il peut travailler dans le secteur social. Il peut travailler dans l'enseignement et la formation. Il peut travailler dans la recherche et le développement. Il peut travailler dans les processus de changement sociaux. Il peut travailler dans la santé publique. Voyez-vous, lorsque par exemple, nous construisons des caniveaux pour faire de l'assainissement et que les populations versent des déchets dans les caniveaux, c'est lié au comportement. N'avons-nous pas besoin de spécialistes en sciences sociales pour comprendre ces comportements? Dans la lutte contre la maladie, on a distribué des moustiquaires imprégnés à des populations qui utilisent ça comme filet pour pêcher du poisson. Voyez? N'avons-nous pas besoin, n'est-ce pas, de spécialistes en sciences sociales pour nous décoder ces comportements, pour être plus efficaces dans nos interventions de santé? Alors pourquoi on va dire oui, mais on n'a pas besoin d'étudier la sociologie, on n'a pas besoin d'étudier ceci. Non! Encore une fois, c'est la base. Une fois que vous avez cette base, au fur et à mesure que la pyramide va devenir pointue, vous allez voir les passerelles qui vous permettent de vous spécialiser. Donc, ne croyez pas aux vendeurs d'illusions. Croyez en vous-même. Croyez en votre intelligence. Croyez en votre personnalité. J'ai aussi, parce que l'une des matières les plus attaquées sur le net, c'est l'histoire. Ah, si vous faites des études en histoire, vous êtes foutus. C'est chômage assuré. Mais mes amis, peut-on développer le tourisme sans histoire? Le tourisme, c'est une grande industrie dans le monde d'aujourd'hui. Mais quand vous amenez les touristes à Abomey, vous leur racontez quoi? Ce n'est pas l'histoire du Dahomey. Quand vous amenez les touristes à Ouida, ce n'est pas l'histoire de l'esclavage. Voyez-vous, tout ça encore, c'est des passerelles. J'ai une maîtrise en histoire et je suis allé faire une spécialisation en tourisme. C'est de ça qu'il est question. J'ai travaillé avec un photographe célèbre qui travaillait pour National Geographic. Mais je lui ai dit, quel est ton cursus? Il dit, j'ai d'abord fait une maîtrise en sciences naturelles. Et après, je suis allé faire des études de photographie. C'est l'un des photographes les plus célèbres de National Geographic. Il n'est pas que photographe. Voyez-vous, il y a d'abord la pyramide, la base de la pyramide qui est large. Après, il a fait
il a des dons de photographie et il a complété ça par des études de photographie. Voilà à peu près comment un jeune doit concevoir sa carrière. Cher jeune, ton avenir dépend de ta capacité à te connaître. L'application de ces outils et l'ensemble des informations que tu vas recevoir, tout cela va te permettre de choisir une filière adaptée. Mais alors, il faut persévérer. Sachez qu'il n'y a pas de mauvaise intelligence, seulement de mauvais choix. Chers jeunes, soyez prêts pour justifier l'espérance qui est en vous devant ceux qui veulent vous entendre raison. C'est Jean-Paul II qui a dit ça aux jeunes du monde entier. Le monde vous appartient. Ne vous découragez pas. Battez-vous. Et je suis convaincu que vous allez relever tous les défis qui s'offrent à vous.